Merci beaucoup, cher Alain, de cet exposé très intéressant qui montre qu'il n'est pas du tout déplacé de parler d'une véritable gouvernance budgétaire, d'un fédéralisme, au moins d'un processus de fédéralisation budgétaire, même si c'est plus dans le mécanisme, dans les principes, que dans les masses concernées. Ça, tu as bien insisté là-dessus. Alors maintenant, avec Élie Cohen, nous allons nous poser la question de savoir si cette fédéralisation est efficace sur le terrain de la politique économique. Bien, alors effectivement, on n'a pas fait exprès, mais je vais en fait amorcer le débat tout de suite, puisque les thèses que je vais défendre sont assez différentes et assez significativement différentes de celles qui viennent d'être présentées ici. Mon point de départ, et vraiment je n'avais pas fait exprès, c'était de réfléchir aux défaillances du système de politique économique européenne, et parce que pour moi, ces défaillances sont absolument permanentes, à quelque stade qu'on se situe dans l'histoire des politiques économiques européennes. Ce qui me frappe, c'est la persistance des défaillances du système, la redécouverte permanente de ces défaillances, la tentative de les corriger par la mise en place de nouvelles institutions, de nouveaux outils, pour découvrir immédiatement après qu'on n'a en fait absolument pas réglé le problème. Et la constance des problèmes sur la longue durée est à mon avis un bon indicateur de ce qui travaille en profondeur, c'est-à-dire pas la fédéralisation, mais des divergences assez radicales au sein de l'Union européenne sur ce que doivent être les politiques économiques à mener, à la fois dans le partage vertical, c'est-à-dire dans les compétences, dans la répartition des compétences entre le centre et les États, et dans le partage horizontal, c'est-à-dire l'importance à accorder aux différents domaines de politique économique et la possibilité qu'il y a ou qu'il n'y a pas de traiter chacun de ces domaines séparément. Puisque ça, c'est la grande idée, qui est la grande idée ordolibérale sur laquelle je reviendrai, c'est l'idée qu'on peut traiter de manière séparée les politiques de stabilité et les politiques de croissance. Or, toute l'expérience historique des 40 dernières années montre le contraire. Et donc, j'aurais voulu partager les conclusions qui ont été présentées, mais malheureusement, ce que je vais vous expliquer montre que ce n'est pas du tout le cas. Alors, je commence d'abord par ceci. Pourquoi se pose-t-on cette question de l'efficience des politiques économiques et du système de politique économique européenne depuis si longtemps? Pour une raison très simple, qui est un thème qui apparaît de manière régulière, c'est que ce système de politique économique ne délivre pas les résultats attendus. Je suis très frappé de constater comment, périodiquement, on fait des travaux, et moi-même j'en ai fait toute une série de rapports, pour essayer d'expliquer pourquoi la performance globale de l'Union européenne est moindre que la performance des États-Unis. Pourquoi, sur tous les grands indicateurs de politique macroéconomique, notre performance est plus mauvaise, et pourquoi même, pour prendre des exemples très très récents, nous avons bien plus mal géré la crise financière ici en Europe qu'on ne l'a fait aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis rebondissent beaucoup plus rapidement que l'Europe, malgré toute cette inventivité institutionnelle, malgré tous ces formidables progrès dans le traitement des difficultés. Alors, il y a différentes explications de cet échec récurrent ou de cette moindre performance de l'Union européenne en matière de politique macroéconomique ou de traitement ou de prévention des crises. Alors, il y a toute une série d'explications sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais l'une des explications, c'est l'inefficacité du système de politique économique européen, et donc, si vous voulez, la double inefficacité du partage horizontal et du partage vertical des compétences. Ça, c'est la première raison pour laquelle on s'interroge périodiquement sur ce système de politique économique. La deuxième raison, c'est que ce système de politique économique, et ça vient d'être montré, a été d'une remarquable instabilité. Et l'un des meilleurs exemples, c'est le pacte de stabilité et de croissance. Vous savez que le pacte de stabilité et de croissance a été inventé parce qu'on n'a pas été capable de déterminer un pilier économique de l'union économique et monétaire. Le pacte de stabilité et de croissance a été inventé parce qu'on n'a pas été capable de définir un gouvernement économique. On n'a pas été capable parce qu'il y avait des oppositions très réelles entre deux conceptions antagonistes de la politique économique et de la direction de la politique économique. Encore une fois, dans une conception ordolibérale classique, il peut y avoir une séparation des politiques de stabilité et des politiques de croissance. Et donc on doit avoir des outils de politique économique différents, spécialisés. Et on peut traiter séparément les deux politiques et être efficace économiquement. Bien, alors que la position française a toujours été de dire, pas simplement la position française, plus généralement la position de toute une série d'économistes, a été de dire qu'on ne pouvait pas imaginer, et je vais longuement développer ça par la suite,
une nette séparation, en gros, entre les politiques de stabilité et les politiques de croissance. On ne pouvait pas avoir d'un côté les politiques d'allocation et de l'autre les politiques de stabilité. Il y a des liens entre les deux, et si on exclut a priori ces liens, eh bien on rate toute une série de politiques à mener, et notamment on se prive d'outils de réaction dans des situations de retournement économique brutal. Donc la deuxième raison, c'est cette instabilité, des outils, et encore une fois, le pacte de stabilité et de croissance en est une parfaite illustration. Puis la troisième raison pour laquelle on se pose la question, c'est qu'à la faveur de la crise, on a justement inventé de nouveaux instruments que vous avez mentionnés, et la question est de savoir si ces nouveaux instruments vont traiter durablement les déficiences qui ont été constatées ou pas, ou si elles ne font que les déplacer. Et c'est bien entendu la thèse que je vais défendre. Donc mon exposé se déroulera en 4 temps. Donc je vais expliquer d'abord ce qu'est ce modèle hybride de partage de compétences qui est régulièrement mis en cause pour des raisons d'efficacité. Dans un deuxième temps, je montrerai comment des réformes étaient intervenues avant la crise, notamment comment on avait essayé de réformer le pacte de stabilité, comme vous l'avez indiqué, comment on a inventé de nouvelles méthodes de coordination économique, la fameuse MOC, la méthode ouverte de coordination, comment on a inventé de nouvelles institutions, comme le regroupe, chaque fois pour essayer de traiter les problèmes et les déficiences qu'on avait parfaitement identifiées, et comment, justement, troisième temps de ma réflexion, la crise confirme et amplifie les dysfonctionnements de la gouvernance et les impasses des politiques communes. Et puis, je montrerai à la fin comment le nouvel équilibre institutionnel auquel nous sommes parvenus reste dysfonctionnel, ce qui fait qu'un certain nombre de mes collègues disent on sera obligé à un moment ou à un autre de faire le saut fédéral, ce qui va dans votre sens, et ce qui conduit un certain nombre d'autres à dire non, ce système n'est pas soutenable. Alors, commençons donc par le commencement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce système de politique économique? Alors, le système de politique économique tel que je l'ai défini, c'est à la fois la répartition des compétences entre les différents acteurs, à la fois la répartition verticale entre l'Union et les États, et horizontale entre institutions et domaines de politique économique. C'est également les objectifs qui sont assignés à chacun d'entre eux, c'est également les mécanismes de contrôle associés, ce sont les procédures de coordination entre acteurs ou leur absence, et c'est enfin les incitations que l'organisation de la politique économique adresse à ces acteurs. Alors le système européen, et ça a été dit à plusieurs reprises, est très hybride. Il combine une forte centralisation et une forte décentralisation. Il est plus centralisé, vous avez raison de le mentionner, que le système américain dans un certain nombre de domaines, en matière d'aide publique par exemple, et il est beaucoup plus décentralisé en matière sociale, notamment par exemple pour tout ce qui a trait au salaire minimum ou à la fiscalité directe, qui est beaucoup moindre en Europe qu'aux États-Unis. Et ce partage des compétences, entre politique d'allocation de croissance et entre politique de stabilisation est vraiment un élément majeur du logiciel européen. Et donc je me suis amusé à lister 10 domaines de politique économique pour essayer de voir chaque fois quels sont les domaines de compétences exclusives des États ou de l'Union, ou quels sont les domaines de compétences partagés avec un accent plus fort mis du côté des États ou du côté de l'Union. Et donc on arrive comme ça, quand on prend les 3 types de politiques économiques, que sont les politiques d'allocation, les politiques de stabilisation et les politiques de redistribution, on arrive à 4 figures. On a des domaines de compétences exclusives de l'Union. Alors c'est typiquement le soutien à l'agriculture, la stabilisation en matière de politique monétaire et de change, ou bien la redistribution internationale, c'est les fameux fonds de soutien que vous avez mentionnés tout à l'heure. On a, deuxième cas de figure, des compétences exclusives des États. C'est alors un immense domaine, ce que j'appelle la redistribution interpersonnelle. C'est pour ça que quand tout à l'heure vous disiez qu'en matière de politique sociale, il y avait même dans ce domaine-là un progrès dans le budget de l'Union européenne qu'on pouvait constater, il faut savoir quand même que ce qu'on appelle la politique sociale en France, c'est 32% de la richesse nationale, et que au niveau européen, c'est entre 0 et epsilon, puisqu'il n'y a pas de redistribution interpersonnelle au niveau européen. Et l'un des éléments qui commence à apparaître, qui commence à poindre, c'est l'idée que les politiques qui sont appliquées ayant des retombées sociales calamiteuses, avec notamment l'explosion du chômage des jeunes dans les pays périphériques, ça peut éventuellement être une responsabilité européenne. Et donc il y a cette espèce de fonds chômage qu'on essaye de mettre en place, mais enfin avec des enjeux financiers parfaitement dérisoires. Donc j'aimerais que vous ayez raison, mais on est à des années-lumière de ce qu'est la place des politiques sociales et des politiques de redistribution dans les budgets nationaux par rapport
au budget dit fédéral. Donc, les compétences exclusives des États, c'est la redistribution interpersonnelle qui est un élément. Puis vous avez des compétences partagées avec une dominance de l'Union et des compétences partagées avec une dominance des États. Par exemple, sur les domaines de compétences partagées avec une dominance de l'Union, c'est la régulation des marchés des biens et des services, c'est la régulation des marchés des capitaux. Et par contre, à l'inverse, vous avez des politiques avec une dominance de l'État, c'est par exemple les politiques de stabilisation et de politique budgétaire ou la redistribution interrégionale. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a non seulement ces partages de compétences entre État et Union, et ces partages de compétences dans le domaine des politiques ou de stabilisation ou de croissance, mais il y a en plus une pluralité des modes de délégation de compétences au niveau européen. Et on avait identifié 5 modes de délégation avec mes amis. Il y a la délégation inconditionnelle d'une compétence au centre, par exemple pour les politiques de la concurrence ou de la monnaie. Vous avez des délégations supervisées, où les États s'interdisent d'agir mais contrôlent l'exécution. C'est par exemple la PAC ou la politique régionale. Vous avez des situations de délégation avec surveillance par une instance communautaire des politiques des États avec ou sans possibilité de sanction. C'est par exemple les aides d'État ou le pacte de stabilité et de croissance. Vous avez la coordination volontaire des politiques nationales. Ça, c'est par exemple les politiques de l'emploi et les réformes structurelles. Et puis vous avez l'autonomie pure et simple. Et pourquoi je mentionne à la fois les partages de compétences et les modes de délégation? Eh bien parce que le transfert de compétences est assorti d'un mode d'emploi très précis et que la conséquence, c'est bien sûr une primauté du droit et de la règle et pas du tout une adhésion à un modèle économique à la Cleveland et Prescott de répartition des compétences en fonction d'un projet économique. Et donc, les effets de tout ça, c'est qu'on a un système incroyablement développé de procédures qui sont formidablement consommateurs de temps des différents responsables des institutions européennes et qui ne sont pas du tout un signe d'efficacité générale. Alors, qu'est-ce qui justifie maintenant à la fois ces répartitions de compétences et ces différents modes de délégation? Alors ça, c'est très important parce qu'il faut essayer de voir quels sont les fondements théoriques, même si la constitution des différentes politiques européennes n'a pas obéi à un schéma préétabli, bien entendu, mais il y a les hypothèses implicites à la construction. Or, ce qui est très important, et qui va dans le sens de la thèse que je développe, c'est que ces hypothèses implicites à la construction de ces différents outils sont tout à fait contestables. Alors, j'ai repéré 6 justifications majeures, et qui sont chacune contestables. Alors, première justification sur la répartition verticale des compétences en matière de croissance. Eh bien, l'Union vise à établir un marché unique où biens, services et capitaux circulent sans entrave. Mais le travail reste essentiellement immobile et relève des modèles sociaux nationaux. Vous voyez, on a une théorie du fonctionnement des marchés dans lequel on fait une hypothèse héroïque, c'est qu'il n'y a pas d'interrelation entre le marché des biens et le marché du travail. Alors bien entendu, ceci a été contredit par les faits avec une violence incroyable, avec la fameuse directive Bolkestein. À partir du moment où la directive Bolkestein est apparue, on a vu tout de suite le lien qu'il y avait entre les marchés du travail et les marchés des biens et des services. Mais c'est un élément important, cette idée dans la répartition verticale des compétences dans ce domaine-là. Deuxième proposition. Hormis la gestion du marché unique, les politiques d'offres n'ont pas besoin d'être centralisées au niveau communautaire. Alors là aussi, ces politiques d'offres, c'est par exemple la politique d'infrastructure, la politique de fiscalité, la politique d'éducation, etc. C'est très singulier comme idée. L'idée qu'on n'a pas besoin, au niveau communautaire, de centraliser ces politiques. Alors, je connais très bien les raisons, notamment les raisons pour lesquelles chaque État tient à garder son monopole en matière de législation fiscale. Enfin, vous voyez très bien que derrière ça, il y a quelque chose d'énorme qui est la concurrence fiscale. Comment peut-on à la fois définir avec un degré de luxe et de détail ce que sont les aides éligibles ou pas éligibles, les aides censurables et pas censurables, et accepter qu'il y ait une concurrence fiscale qui détruit tout l'édifice fragile de la construction d'un marché ouvert, concurrentiel, et dans lequel les règles du jeu sont parfaitement applicables. Vous
Voilà deux exemples sur la répartition verticale dans le domaine de la croissance.